Voilà, bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de cardiologie qui va s'intéresser à l'hypertension artérielle. Donc, pour parler un peu de l'hypertension artérielle, nous allons revenir dans le temps pour s'intéresser à une personnalité très connue, Franklin Roosevelt, un président. Donc, lui, il souffrait de plusieurs atteintes et parmi l'une d'elles, c'était l'hypertension artérielle. Et donc lui, il leur décrivait que j'avais une douleur terrible dans la partie occipitale, dans la partie postérieure de mon crâne. Donc ça montre que l'hypertension artérielle, elle présente plusieurs signes et c'est une maladie chronique. Parce que regardez, on l'avait diagnostiqué en 1937 et il souffrait les signes pendant des années jusqu'à en mourir en 1945 à cause d'un AVC. Donc là, on comprend un peu l'hypertension artérielle, son origine, comment son mécanisme d'action, ses caractéristiques plutôt. Et comme vous le remarquez, les valeurs ont trouvé de l'ordre de 180-108 mm de mercure, systolique et diastolique. Donc là, c'est un individu dont il souffrait. Et donc, ça montre que l'hypertension artérielle, ça peut toucher n'importe qui. Et c'est pour cela il est très très important que nous sachions comment y faire face et comment la traiter proprement, correctement. Donc l'hypertension artérielle, d'abord, c'est quoi? Comme le nom l'indique, hypertension artérielle, ça veut dire c'est une augmentation de la tension artérielle, plus que la normale. Donc nous avons ici un tableau de référence qui nous montre les valeurs de la tension et en fonction de cette valeur, nous sommes dans quel grade. On la classifie, la catégorie. Donc comme vous le remarquez, la tension artérielle, il y a plusieurs classes et la meilleure, l'optimale, c'est inférieur à 120 en systolique et inférieur à 80 en diastolique. Donc là, ce sont les valeurs qu'on cherche, mais on tolère au maximum jusqu'à 139 en systolique et 89 en diastolique. Donc nous sommes dans la limite haute. Mais dans cette catégorie de entre 130, 139, 85, 80 et 89, on peut parler d'un état très hypertendu. Parce que si l'individu n'incorpore pas des mesures hygiéno-diététiques, etc., il va bientôt développer l'hypertension artérielle, de l'ordre de grade 1 et plus. Donc voilà, on classifie l'hypertension artérielle en fonction de grade de 1 jusqu'à 3, avec 3 étant une hypertension sévère. Et nous avons aussi un phénomène appelé l'hypertension systolique isolée, où nous avons seulement l'élévation de la pression systolique, alors que la diastolique est normale, ce qui induit une pulsation. On parle d'une tension pulsée. Ça veut dire que la différence de la tension entre la systole et la diastole, elle est tellement élevée que ça induit, voilà, imaginez avec moi, la tension artérielle, si vous vous rappelez, comment elle est définie, comment obtenons-nous la tension artérielle? Quelle est sa formule? Débit cardiaque fois résistance périphérique Le totale. débit cardiaque pour les résistances périphériques totales. Donc si nous avons une pression artérielle qui varie beaucoup en une seconde, parce qu'un cycle cardiaque, c'est en une seconde. Ça veut dire que les résistances périphériques totales, elles varient elles aussi en une seconde grandement. Ça veut dire qu'une artère va se construire et se dilater rapidement, ce qui est grave pour les vaisseaux. Donc voilà, on la classifie elle aussi. Elle touche surtout les sujets âgés, l'hypertension systolique, isolée, etc. Nous avons aussi l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, c'est quoi? Parce que bien sûr, certains individus ont peur de consulter chez le médecin parce qu'ils associent l'hôpital avec la mort, avec quelque chose de négatif, ce qui induit une augmentation de leur tension artérielle. Parce que vous vous rappelez, la pression artérielle est modulée par trois phénomènes principalement. Trois phénomènes, qui peuvent me les énumérer? Régulation de la pression. ما سمعتكش تقدر تعاود القصة. La pression artérielle est régulée, modulée par trois phénomènes, par trois grands volets. Le court terme, long terme, moyen terme. عقلت؟ Barorécepteur, système radiogénitoxine. Donc, pour les regrouper, on parle soit du système nerveux autonome, parce que les barorécepteurs, ils stimulent le système sympathique ou bien parasympathique. Le deuxième groupe, ce sont les hormones,
vasodilatatrice, vasoconstrictrice. Et le dernier, c'est le rein qui agit sur la volémie. L'effet blouse blanche, il est surtout dû à la stimulation du système sympathique, tachycardie, etc., ce qui augmente la pression artérielle. Et c'est pour cela, on demande à l'individu, dans ce cas, l'automesure ou bien le holter, pour, me, pour que voilà, on mesure sa tension à un instant différent de sa visite médicale. Mais bien sûr, pour confirmer l'hypertension artérielle, on ne la fait jamais sur une seule mesure. Il y a plusieurs critères de qualité de mesure et quand est-ce qu'on confirme l'hypertension artérielle. Donc, normalement, la pression artérielle plus élevée de façon répétée, sur 3 visites, on a 2 mesures hypertendues au cabinet, ou bien le- le- dans une ambiance médicale à domicile, soit au moins une fois à domicile ou bien 2 fois chez la visite. Donc, à dire les critères pour savoir si l'individu il a l'hypertension. Et nous avons l'effet inverse de la blouse blanche, c'est l'hypertension masquée. Dans le cas inverse, où les individus ils se sentent plus à l'aise lors de la visite médicale, lors de la consultation, lors de l'hospitalisation, pour quelconque raison, ça va induire une diminution de la pression et donc ça peut cacher une réelle hypertension. Donc dans ce cas, les mesures efficaces, on va lui demander soit l'automesure comme on a dit, ou bien le holter, le MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc voilà, c'est ça concernant. Ensuite, nous avions dit un mot concernant l'hypertension systolique isolée. C'est là où nous avons une tension, on parle pulsée, parce que la différence entre la systole et la diastole est très élevée. Elle touche surtout les sujets âgés et il est dû surtout à une augmentation de la rigidité artérielle par altération structurelle de la vasculature et surtout un risque élevé d'AVC. Parce que comme on l'a dit, le muscle, le- 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 les muscles des artères, des vaisseaux, ne sont pas adaptés à cette pulsation. Et c'est pour cela que ça va altérer leur structure. Donc on aura soit des hypertrophies, des hypotrophies, etc. Ce qui va induire une rigidité structurelle, un risque accru d'AVC, etc. Ensuite, nous avons des formules pour mesurer l'hypertension chez les enfants en fonction de l'âge. Donc, pour la systole, c'est 100 plus l'âge fois 2, c'est la limite haute, donc de 1 à 17 ans. Concernant la diastole, si nous sommes dans les tranches d'âge entre 1 à 10 ans, c'est 60 plus âge fois 2. Entre 11 et 17, c'est 70 plus âge directement. Au final, c'est à peu près, bon, à peu près la même chose, mais voilà, c'est juste des valeurs de référence. Donc parlons un peu maintenant de l'épidémiologie au niveau du Maroc. On doit savoir que l'hypertension artérielle, non seulement au Maroc, c'est une pathologie très fréquente qui se trouve partout dans le monde, surtout avec l'avènement les produits, les produits qui sont, voilà, le Moussannaïm, donc, et ainsi que, Naam Mohamed. Ouais, la santé En- physique. Ensuite, nous avons le stress chronique, l'espérance de vie qui augmente, etc. Plusieurs facteurs, la sédentarité, donc beaucoup de choses, les régimes riches en sel, donc plusieurs facteurs qui rentrent dans notre vie quotidienne qui augmentent l'incidence de l'hypertension artérielle. Au niveau du Maroc, presque un tiers de la population est atteinte de l'hypertension. Elle touche surtout les Noirs par rapport aux Blancs et une tendance plus fréquente chez les hommes que les femmes est plus élevé dans les groupes sociaux défavorisés et mal instruits. Parce que, comme on a dit, il y a des facteurs de risque, comme la consommation élevée de sel, le surpoids, l'alcool, le stress, le contexte socio-professionnel, etc. Plusieurs de ces facteurs, ils induisent une hypertension artérielle après plusieurs années, d'une manière chronique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, la pression, c'est le débit cardiaque fois les résistances périphériques totales. Le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, alors que les résistances périphériques totales, elles se basent surtout sur le rayon des artères, en fonction de leur vasoconstriction et de leur vasodilatation. Donc regardez ici, les résistances périphériques totales, elles sont inversement proportionnelles au rayon. Ça veut dire que lorsque le rayon est petit, la résistance est élevée. Donc ça augmente la pression. Ça veut dire que lorsqu'une artère se constricte, il y a une constriction, ça augmente la pression. Donc au final,
on peut incriminer trois mécanismes qui induisent l'hypertension. Comme on a dit, parce que la tension, elle est régulée par ces trois mécanismes. Soit le sel, donc si on parle de sel, on parle de la volémie, ou bien le système nerveux sympathique, qui est stimulé en excès, ou bien le système rénine-angiotensine, qui fait rentrer les hormones et la volémie. Donc les deux à la fois. Et comme vous le remarquez ici, pas tout le monde, il a la même distribution, la même cause de l'hypertension. Chez un individu X, on peut voir que son hypertension est majoritairement due à la consommation excessive de sel, le sel excessif dans le sang. Chez un autre individu, on peut voir que son système sympathique est stimulé en excès, etc. Et dans ce cas, à votre avis, pourquoi cette information est nécessaire? Elle va faire varier quoi? Le traitement. Le traitement, bien sûr. Le traitement. Donc, si je vous dis un individu, il a beaucoup trop de sodium dans son sang, qu'est-ce qu'on va lui donner, à votre avis? Diurétique. Des diurétiques. Si son système sympathique est stimulé en excès, on va lui donner quoi? Bêta bloquant. Les bêta-bloquants. Ça va, bloquant. Si les rénines angiotensine est sécrété en excès, qu'est-ce qu'on va lui donner? Les inhibiteurs de l'enzyme convertase. Très bien, les IEC. Mais bien sûr, il y a des indications et des contre-indications de chaque médicament. Par exemple, un sujet âgé, est-ce qu'on veut lui donner des bêta-bloquants? Non, parce qu'il peut être déjà en bradycardie, et donc vous lui donnez bêta-bloquant, son cœur, il va dormir. Mais bon. Donc voilà, le traitement, il est très ياسين très... Non, non, Yasser. يقدروا يكونوا كاملين ايجو. يقدر يكونوا كاملين ايجو، راه la répartition elle est variable, elle est très variable. يقدر يكونوا un tiers, un tiers, un tiers. C'est pour ça le traitement, ce n'est pas un seul médicament, il peut être une association. On va voir le volet du traitement من بعد. Donc, les conséquences d'une pression, l'hypertension sont plusieurs. Il peut toucher soit les vaisseaux du cerveau et nous faire l'accident vasculaire cérébral. Donc, regardez, 62% des AVC sont dus à l'hypertension. Ils peuvent nous faire des maladies coronaires, donc 49% sont dus à l'HTA. L'hypertrophie ventriculaire gauche, 76% sont dus à l'hypertension artérielle. Pourquoi? Comment fonctionne la valve aortique? Vous vous rappelez? Les valves sigmoïdes en général. Voilà, c'est un jeu de pression. Donc imaginez avec moi, la pression de l'aorte, elle augmente. Ça veut dire le ventricule gauche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit atteindre une pression encore plus élevée. Et c'est pour cela, le muscle, il doit devenir plus puissant. C'est pour ça que ça peut induire une hypertrophie ventriculaire gauche. Et ensuite, nous avons d'autres atteintes, comme les microalbuminuries au niveau du rein, la rétinopathie, comme les œdèmes, l'exsudat, l'explosion, etc. Surtout lorsqu'on a une association avec le diabète, concernant les vaisseaux de l'œil, etc. Donc, voilà. Nam Mohamed? Ah. لا في الهيبرتونسيون l'artère تقدر تفرقع ودير لك hémorragie rétinienne. لا لا نيو فيسو possible mais bon المهم غير les atteintes ديال la vascularisation de l'œil elle peut être altérée وتقدر دير ليه cécité كاع trouble de vision microalbuminurie حيت l'hypertension artérielle elle peut induire une insuffisance rénale et donc le rein est en souffrance et peut-être même تبدا لك la nécrose شي شويه etc. Donc ça peut induire des signes différents. Donc voilà. Pour diagnostiquer l'hypertension, comme on a dit, on peut soit mesurer la pression au cabinet, à la, à la consultation. Donc les appareils, il y en a plusieurs, semi-automatiques, automatiques, à mercure, même s'ils sont abandonnés, les mercures sont abandonnés. On doit être dans le repos strict, position couchée pendant 5 à 10 minutes, voilà, pour avoir une mesure standardisée. Donc la première visite, on doit surtout faire la tension artérielle dans les deux bras pour dépister si nous avons une inégalité. Et si nous avons une inégalité au niveau des deux bras, c'est un signe indiquant quoi? Quelle atteinte, à votre avis? Dissection La aortique. dissection aortique, très bien.
Donc, au début, on fait la tension artérielle couchée, puis debout, si possible, pour dépister si nous avons un trouble orthostatique, notamment l'hypotension orthostatique, chez sujet âgé et diabétique. Donc, bien sûr, 3 mesures à une semaine d'intervalle. Bonne position du brassard du sphygmomanomètre. Donc, c'est une forme forme l'articulation ou l'artère humérale. Je pense que c'est l'artère humérale. Bon. Voilà, adaptation bien sûr à la circonférence, parce qu'ils peuvent induire une surélévation ou une sous-élévation de la mesure. Si vous prenez un brassard trop serré, ça va augmenter la mesure. Si vous prenez un brassard qui n'est pas serré, ça peut diminuer le résultat, etc. On peut aussi faire la mesure en dehors du cabinet à l'aide de la MAPA, la mesure préambulatoire. Donc c'est une boîte que le patient va porter et il va mesurer automatiquement la pression chaque 15 minutes pendant une journée. Bien sûr, pendant la nuit, ça devient chaque 30 minutes, mais chaque 15 minutes. Donc, concernant la MAPA, on parle de l'hypertension artérielle lorsqu'on dépasse 130-80 mm de mercure. Nous avons ensuite l'automesure. Donc, on demande à l'individu de lui-même mesurer sa tension à l'aide d'un appareil automatique. Et là, on considère qu'il a une hypertension lorsque ça dépasse 135-85. Les indications de ces mesures en dehors du cabinet, lorsqu'on suspecte une hypertension blouse blanche, ou bien on suspecte une hypertension masquée, ou bien lorsqu'on a une hypertension résistante, ou bien une variabilité inhabituelle de la pression artérielle, ça veut dire que 5 minutes avant, il avait 170, 5 minutes plus tard, il a 130. Ce sont des variations qui sont assez significatives, donc nous, on n'est pas sûr quelle est la valeur réelle à prendre. Donc, on fait ces mesures en dehors du cabinet pour avoir une idée plus large. Ou bien une suspicion d'une apnée du sommeil. Parce que le MAPA, comme on a dit, il fonctionne 24 heures. Il peut être associé à un Holter ECG. Et voilà. Ce qui peut nous donner des informations complètes. Donc, d'abord, lors de l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va se baser? D'abord, on a l'interrogatoire. L'interrogatoire, on demande à l'individu s'il a des antécédents d'hypertension, donc chez sa famille, ses parents, ses frères, etc. Si c'est une femme, on va lui demander s'il avait un antécédent d'hypertension gravidique lors de la grossesse, parce qu'il y a, vous savez, cette atteinte lors qui touche 5 à 10% des femmes enceintes. Lorsqu'elles sont enceintes, elles auront une hypertension associée. Donc, il faut faire très attention, la prise en charge est nécessaire, bien sûr. Mais voilà, les antécédents, on lui demande si elle avait cela. Recherche de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabagisme, dyslipidémie, etc. Recherche de signes d'une hypertension artérielle secondaire, parce que parfois, l'hypertension, elle peut être due à quelque chose. Parce qu'on va voir, l'hypertension, elle est soit primaire, ça veut dire essentielle, ou bien secondaire. Secondaire à une atteinte, comme par exemple le phéochromocytome, une tumeur qui sécrète l'adrénaline au niveau de la surrénale. Donc là, c'est une cause qui induit l'hypertension. Donc recherche de signes, si nous avons une hypertension secondaire, s'il a déjà pris un traitement et s'il il prend des médicaments différents. Parce que même les médicaments, ils peuvent induire l'hypertension. Comme par exemple la surcharge en corticoïdes. Ça peut induire l'hypertension. Donc les manifestations cliniques, les symptômes qu'on peut trouver, ils sont variables. Surtout que, au début, la tension artérielle, l'hypertension n'a pas de signe. Aucun. Le plus souvent, c'est un silent killer. Ça veut dire que l'individu, il ne présente aucun symptôme, c'est infraclinique, jusqu'à un jour où il va faire un AVC. Et il va mourir. Et il peut mourir par cet AVC. Alhamdoulilah. Et comment ça s'appelle, quoi. Les autres symptômes qu'on peut trouver, les céphalées, comme le Roosevelt qu'il avait décrit, il avait des douleurs au niveau du crâne, des vertiges, fatigue, somnolence, etc. Ou bien un trouble neurovégétatif, le système sympathique ou bien parasympathique, autonome. Le flush, c'est quoi le flush? Le flush, ça veut dire une rougeur soudaine. C'est une rougeur cutanée soudaine. Ça veut dire que normalement sa peau était normale, soudainement il a une vasoconstriction, bien vasodilatation, ce qui va induire un flush. La tachycardie, la bradycardie, etc. Que les symptômes sont variables. Donc, le bilan recommandé en général,
on va se baser sur un ECG de repos, qui peut nous dépister les atteintes qui peuvent nous prouver l'hypertension. Par exemple, l'hypertrophie ventriculaire gauche, rappelez-vous, au niveau de l'ECG, l'hypertrophie ventriculaire gauche, elle est dépistée par l'indice de Sokolov-Lyon. Donc l'indice de Sokolov-Lyon, on mesure les R, les déviations R au niveau de certaines déviations. Et si ça dépasse une valeur, nous sommes dans l'hypertrophie. L'ischémie, TDR, etc., fibrillation, bon, je ne sais pas d'où je nomme ça, troubles de conduction, etc. Donc n'importe quel problème qu'on peut dépister au niveau de l'ECG. Les bandelettes urinaires, surtout pour trouver la protéinurie et l'insuffisance rénale surtout, parce qu'on doit savoir que l'hypertension artérielle, elle peut induire une insuffisance rénale. Ensuite, la biologie, voilà, on va calculer la clairance pour dépister si nous avons une insuffisance rénale, la kaliémie et la natrémie pour savoir si nous avons un trouble, voilà, parce que l'insuffisance rénale, ça veut dire qu'on aura une kaliémie basse et une natriémie élevée, parce qu'on ne va plus faire sortir le sodium. Une échographie rénale elle aussi, la glycémie à jeun, surtout pour dépister les comorbidités. Ça veut dire pour dépister s'il est associé à un diabète, parce que ce sont deux pathologies chroniques très fréquentes. Vous allez trouver plusieurs fois qu'un individu qui est hypertendu, غالبا qui compte diabétique تهي. Parce qu'ils sont liés. Le diabète, il est dû aux dyslipidémies et la sédentarité. L'hypertension artérielle, c'est la même chose. Dyslipidémie, sédentarité. Ils vont induire l'hypertension artérielle. Donc, très attention. L'acide urique, etc. L'expansion d'une anomalie lipidique. Donc, voilà, ce sont les bilans recommandés pour trouver ce qui peut expliquer l'hypertension chez cet individu. Donc, les symptômes qu'on peut trouver sont variables en fonction de quel organe ça touche. Le premier, le retentissement cardiaque. La clinique, on peut avoir soit l'angor, ça veut dire la douleur aiguë, la dyspnée, les palpitations, l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, les symptômes sont variables en fonction de l'évolution de cette atteinte. On peut aussi avoir une hypertrophie auriculaire gauche, hypertrophie ventriculaire gauche, une arythmie cardiaque de type fibrillation auriculaire, troubles de repolarisation, etc. Donc les symptômes sont plusieurs. Le retentissement cardiaque, il est majeur. L'écho-cœur, il est surtout indiqué si on a une dyspnée, une douleur thoracique ou souffle cardiaque, pour évaluer le volume des cavités. Si nous avons une dilatation, une sténose, etc. Les cavités cardiaques, s'ils sont normales ou bien anormales. Donc voilà, il peut montrer si nous avons une dilatation de l'oreillette gauche, une hypertrophie, dysfonction ventriculaire, etc. Donc l'écho-cœur est très utile pour voir d'une manière plus approfondie ces atteintes. C'est bon jusque-là? Très bien. Yes. Ensuite, nous avons l'atteinte cérébrale, c'est l'AVC et l'accident vasculaire transitoire, ischémique transitoire. Donc les deux atteintes fréquentes. Ensuite, nous avons le retentissement vasculaire périphérique. Là, on aura l'absence de pouls. Ça veut dire qu'on ne perçoit plus les battements du cœur au niveau des vaisseaux. Ou bien, on peut avoir avec ou sans claudication intermittente. On peut avoir aussi l'anévrisme de l'aorte. Ou bien l'auscultation des axes vasculaires. Donc, auscultation, on peut ressentir, encore une fois, un trouble en ce qui concerne l'hémodynamique. Ça veut dire que la circulation n'est plus perçue normalement. Donc ça aussi, c'est un autre type d'atteinte qu'on peut percevoir. Ensuite, on peut avoir une atteinte rénale, ce qui va induire une créatinémie élevée. Ça veut dire que le rein n'élimine plus la créatine. Ça témoigne de l'insuffisance rénale. On peut voir aussi une protéinurie ou bien microalbuminurie. Ça aussi, ça témoigne de la souffrance rénale. Et finalement, on peut voir un retentissement rétinien, soit des hémorragies, exsudats, œdème papillaire, etc. Surtout si nous avons une association avec le diabète. Parce que le diabète lui aussi, rappelez-vous la rétinopathie diabétique, l'atteinte des petites, les micro, voilà, les micro-vaisseaux, les petits vaisseaux. Donc, tous ces signes, l'un d'entre eux peut être révélateur de l'hypertension artérielle. Et donc, nous, bien sûr, quelle est la démarche à suivre? Un individu qui a l'hypertension, un individu qui présente l'hypertension, on se base surtout sur le risque. On évalue un risque. Donc, bien sûr, d'abord, l'atteinte des organes, elle peut toucher plusieurs organes.
faut faire très attention. Et c'est pour ça اسمح qu'on لي évalue un risque. Non? اسمح لي رجعنا نشوف واحد Bien sûr. العطلة. كنت نسولك على واحد من الغناء Hmm, ديما نهضروا من bien sûr. هادي. Ah, دابا عندك حنا عندك ليبرتونسيون عضلية، ah. ميمكنش يكون عندك لابسونس ديال البو، واحد بلوكا لاغتير كبيرة ومبقاش كيوصل الفيسو مبقاش كيوصل الدم لو سون لي فيسو بيريفيريك وحنا. دابا الميكانيزم ديال ديسباريسيون دو بو ils sont كاينين بزاف. اول حاجه اذا كانت لاختير ريجيد ولات ريجيد راه ما غتزعزعش، دونك ما غتحسش بلو بو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اذا كما قلتي الدم ما وصلش مزيان، اذا الدم ما وصلش مزيان لو بو حتى هو نفا با ايتر بون. ماشي الدم حيت سورتو راه لو بو il est du plutôt ديال هو l'onde mécanique اللي كتفيبرا في la paroi artérielle. Donc c'est surtout dû à l'artère qui devient rigide. Donc si elle devient rigide, l'onde mécanique n'est plus perçue. C'est bon? صح. Voilà. Donc nous, la démarche, c'est l'évaluation d'un risque, un risque absolu. On se base sur les facteurs de risque, ce qu'ils soient modifiables ou non. Et donc, on indique si par exemple, d'ici 5 ans, vous avez un risque élevé d'AVC. Donc, c'est un exemple de l'évaluation du risque cardiovasculaire. Donc, il se base sur l'âge, le sexe, la prédisposition génétique, l'hypertension artérielle, son degré, quel grade, la dyslipidémie, elle est de quel type, l'obésité, diabète, etc. Donc maintenant, on passe au volet des étiologies. Mais bien sûr, les étiologies, comme on a dit, l'hypertension artérielle, à votre avis, quelle est la cause majoritaire? Est-ce qu'elle est primaire ou bien secondaire? primaire, essentiel. Primaire, essentielle. Donc les étiologies, ce sont que pour un nombre minoritaire. C'est pour une minorité des hypertensions qui ont une étiologie réelle. Donc un petit rappel, quand est-ce qu'on cherche une étiologie? C'est surtout lorsqu'on a des signes d'une hypertension maligne, brutale, etc. Ce qui peut nous indiquer qu'il s'agit d'une pathologie secondaire à quelque chose. Donc, une HTA récente, brutale, et qui touche surtout les sujets jeunes. Parce que le sujet jeune n'a pas vraiment de raison pour développer une hypertension. Voilà. Les éléments cliniques d'orientation, comme l'hypokaliémie. L'hypokaliémie, ça peut induire un trouble les hormones, le souffle abdominal périombilical, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, ou bien des signes endocriniens de type dysthyroïdie par exemple, ou bien les autres hormones qui sont altérées. Ou bien, si nous avons une HTA résistante au traitement. Si elle résiste au traitement, ça veut dire qu'on a peut-être une étiologie qu'on doit traiter. Parce que le traitement, il se base surtout sur une trithérapie, comportant un diurétique et autres, surtout pour diminuer la pression artérielle. Donc voilà. Donc, surtout quand est-ce qu'on doit chercher une étiologie. Donc voilà, dépistage d'une HTA secondaire, نعم محمد. هذيك في الكيلينيك نعم. بهذيك لي زيليمون كلينيك اورونت الا Ah, كانت ليبوكاليميك صافي عندك ايباتوفا عضلية، ما كاينش bien sûr, اورونتاسيون صافي. l'hypocalie, mais ça veut dire que شنو غيكون عندك l'hypernatrémie, l'hypernatrémie, ça veut dire qu'عندك beaucoup d'eau dans le sang, donc غتطلع لك البريسيون. La cause, c'est plus, il peut être un problème في l'aldostérone مثلا, hyperaldostéronisme. داكشي بنقول لك انا دابا Ah, حيت الا كانوا هادوك راه كيورينتيكو بزاف لي زيتيولوجي ماشي وحده بخيس. bien sûr, دابا oui, oui. Mais نورمالمون ça oriente quand même qu'il y a quelque chose qui a causé l'hypertension. هادشي اللي بغينا نفهمو من هاد السلايد. Qu'il y a une cause, c'est secondaire à une atteinte X ou Y. فهمت. Bien? Voilà. Donc voilà, l'interrogatoire, il est très très important. On demande des antécédents d'hypertension artérielle, s'il y a des prises médicamenteuses, parce que certains médicaments peuvent induire l'hypertension artérielle, s'il a des pathologies sous-jacentes qu'il connaît, parce qu'ils peuvent induire l'hypertension artérielle, etc. Donc les antécédents familiaux d'hypertension, les complications de maladies rénales, etc. La cause toxique, s'il prend des réglisses, parce que réglisses, ils ont une molécule qui peut induire l'hypertension artérielle, des vasoconstricteurs nasaux, contraception chez la femme,
l'alcool, cocaïne, corticoïdes, AINS, etc. Si nous avons un signe d'hypercorticisme, donc le syndrome de Cushing ou bien maladie de Cushing, des paroxysmes tensionnels, les paroxysmes tensionnels vont nous orienter vers le phéochromocytome de la triade, voilà, la triade de Ménard, céphalée, tachycardie et sueur. Et la kaliémie surtout. La kaliémie est très importante parce que c'est un indicateur de la fonction rénale. Et si la kaliémie est altérée, ça veut dire qu'il y a un problème soit au niveau du rein, au niveau des hormones, etc. Donc les étiologies, comme on a dit, majoritairement elle est primaire. 95% est essentielle. Ça veut dire qu'elle n'a pas de cause réelle. Rencontre de l'inné liée à des facteurs génétiques, de l'acquis, la consommation du sodium, du sel et de la prise du poids. Donc c'est un ensemble de facteurs liés au mode de vie, la prédisposition, etc., qui induisent l'apparition. Mais nous avons qu'une minorité, 5%, qui ont une cause d'une autre pathologie. Donc c'est une hypertension artérielle secondaire à quelque chose. On est dans l'ordre de 5%. L'étiologie, elle peut être soit surrénalienne, rénale ou bien toxique. Toxique, ça veut dire prise médicamenteuse. Surrénale, ça veut dire un trouble au niveau des hormones. Ou bien rénale, la fonction rénale est altérée, ce qui va induire l'hypertension. Donc sa mise en évidence autorise un traitement spécifique. Voilà, un traitement spécifique pour combattre cette atteinte directement. Parce que si on se débarrasse de la cause de l'hypertension, donc on comprend que l'hypertension, elle aussi, elle va partir avec le temps. Donc, les étiologies les plus fréquentes. Premièrement, c'est le phéochromocytome. C'est quoi le phéochromocytome? Bien sûr, elle est d'origine surrénalienne. Le phéochromocytome, c'est une tumeur médulo-surrénalienne parce que, rappelez-vous, l'adrénaline est sécrétée par la médulaire de la surrénale, la médulo-surrénale, qui sécrète les catécholamines. Les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Donc, il induit une hypertension artérielle soit paroxystique ou bien permanente. Il y a une possibilité de forme familiale. C'est pour cela les antécédents sont très importants de demander. Il y a un polymorphisme clinique, mais surtout, elle est reconnue par la triade de Ménard. Céphalée, palpitations et des sueurs froides. Des sueurs froides, ça veut dire que l'individu, il n'a pas fait d'exercice physique pour avoir une sueur normale. On remarque des sueurs, mais que sa température, elle n'est pas élevée. Donc, dans ce cas, on va faire quoi? On va doser les résidus, les métabolites sur les urines de 24 heures. Rappelez-vous, le MHPG et le VMA, le cours de la biochimie, n'est-ce pas? Donc, sur 24 heures, et si on remarque une quantité très élevée, donc là, on peut dire que l'individu, il souffre d'un phéochromocytome, par exemple, pour le confirmer. Diagnostic topographique, on peut faire le scanner et on va remarquer par exemple des opacités. Des opacités en fonction de la tumeur, si elle est maligne ou la bénigne, etc. Là, vous connaissez les caractéristiques. Donc le traitement dans ce cas, il est chirurgical. On doit éliminer cette tumeur. Et si, lorsqu'on élimine, on va se débarrasser de l'hypertension. Deuxième ياسين étiologie, oui, بغيت نزيد واحد الحاجه في هاد لابارتي. كان قال لنا البروف واحد لا كيسيون علاش كنديروا البيلون قبل من السكانير le bilan قبل من السكانر. توجور. حيت حيت السكانر plusieurs lésions sont similaires. كما قلنا البيلون ou bien sûr هذا الترتيب علاش كاين باش pour savoir on s'attend à quoi, on s'attend à voir quoi. Voilà. حيت par exemple كما قلنا راه في السكانر راه on remarque des opacités. Donc راه plusieurs lésions راه عندهم la même opacité par exemple. Donc حنا lorsqu'on a une biologie qui nous oriente vers le phéochromocytome et on remarque une lésion qui confirme cela, ça fait on dit oui. Je pense que c'est ça. واش هادشي اللي قال ياك. Parce qu'on peut faussement interpréter le scanner. واقيلا كنظن كنا شناها في Aha. البيوشيمي فاش كنديرو الدوزاج ديال هادوك بالزربه حيت هادوك كيبقى كيمشيو بالزربه كنا قلناها عقلتي Oui, là, ما كندوزيوش les hormones dans le sang. On dose les résidus في les urines, les métabolites. Oui, oui. وكيمشيو بالزربه المهم C'est bon? Oui, انما ياسر. واش هي هذيك. صافي تقريبا بحال هادشي. Voilà. Ensuite, nous avons le syndrome de Cohn. Le syndrome de Cohn, c'est quoi? C'est l'hyperaldostéronisme primaire. Ça veut dire que
la surrénale elle-même, elle a une tumeur qui induit la sécrétion de l'aldostérone. Et vous vous rappelez très bien, l'aldostérone de son rôle, l'aldostérone, elle induit la rétention hydrosodée. La- la- donc la rétention hydrosodée, ce qui va induire l'augmentation du sodium dans le sang avec l'eau. Et lorsque la volémie augmente, donc la tension, elle va augmenter. Et bien sûr, puisqu'on a une rétention hydrosodée, on va trouver directement une hypokaliémie. Parce qu'on va excréter, on n'aura pas une rétention de potassium. Donc le diagnostic, excusez-moi, واحد اللحظة. Voilà, on continue. Comme on a dit, surtout lorsqu'on a l'hyperaldostéronisme, on a un trouble hydroélectrolytique. Ça veut dire, ça veut dire, on va avoir une excrétion excessive de potassium, alors que le sodium, il va être retenu avec l'eau. Donc voilà, c'est pour cela le bilan biologique, si vous vous rappelez, on se basait sur le dosage du sodium, etc. Pour savoir si nous avons le trouble pour dépister de l'atteinte. Donc le diagnostic, il repose sur quoi? Sur une rénine active basse, parce que vous devez savoir que l'aldostérone, il va exercer un rétrocontrôle négatif. C'est pour cela que la quantité de rénine va diminuer alors que l'aldostérone est élevée. C'est pour cela le rapport, il est supérieur à 23. Donc, qui confirme l'hyperaldostéronisme. Le diagnostic topographique, si nous avons une lésion supérieure, une lésion voilà, qui nous oriente vers une tumeur surrénale. Surrénale qui fait la partie surtout corticale. Voilà. Ensuite, nous avons le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, parce que vous devez vous rappeler que les corticoïdes, les glucocorticoïdes, à une dose élevée, ils peuvent agir comme des minéralocorticoïdes. Donc, ils auront le même effet que l'aldostérone. Donc, l'hypertension, au cours du syndrome de Cushing, est estimée à 80% des cas. Regardez. Parce qu'on a une quantité très élevée de glucocorticoïdes. Donc, élévation de l'angiotensinogène sous l'influence du glucocorticoïde lui aussi, ce qui induit une réabsorption de sodium au niveau du tubule rénal proximal. Donc, à ce niveau-là, les glucocorticoïdes ou bien le cortisol, ils vont agir comme un minéralocorticoïde et stimuler aussi l'angiotensinogène. Et l'angiotensinogène, l'angiotensine, etc. Donc, on va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui va faire induire le même effet. Une rétention hydrosodée et élimination le potassium. Donc, on aura l'hypokaliémie, hypernatrémie, etc. Donc, ils sont surtout, bien ياسين sûr, oui. ما عرفتش عندك الوقت باش تشرح بالديتاي حيت انا ما فهمتش كيفاش الجلوكوكورتيكويد اون كونت كونتيتي تاجي كوم مينرال كورتيكويد. ما كاينش فريمون شي فينومين اللي شفنا اللي كيكسبليكي واللي مكتوبه في الكور ديال البيوشيمي كما شفنا في الكور ديال البيوشيمي فاش الجلوكو زعما الكورتيزول كيكون بكونتيتي تري زيلفي كيولي كيتفيكسا مع لي ريسبتور ديال الالدوستيرون. هادشي اللي كانت في الكور ديال البيوشيمي. دونك جو بو با فريمون ليكسبليكي اون ديتاي حيت اون n'a pas vu vraiment le mécanisme comment. حتى الانجيوتنسين لا ماشي مشكل يعني تنقلب عليه. على حساب الدوز ديالو كيتبدل ليفي ديالو. Voilà. باش تعرف. Donc ensuite, nous avons le Cushing. On a deux types, bien sûr, le syndrome et la maladie. Vous vous rappelez de ça? La maladie et le syndrome. واحد منهم كان primaire, l'autre secondaire. Donc distinguer le Cushing ACTH dépendant, هذا هو اللي secondaire, donc qui يكون في l'hypophyse, et le Cushing ACTH indépendant, هذا هو اللي كيكون primaire au niveau ديال surrénal. Donc هذو هما les différences. من بعد عندنا l'hypertension artérielle rénovasculaire. Si nous avons un trouble surtout au niveau de l'artère rénale, donc vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Si nous avons un obstacle rénal au niveau des reins, soit une sténose ou le machin, le rein il commence à sécréter la rénine et des autres hormones, ce qui va augmenter la tension artérielle. Donc les causes, donc si nous avons un obstacle sur l'artère principale ou bien une branche de division, donc elle va induire de l'hypertension. Et l'épidémiologie, c'est surtout 10% des hypertensions artérielles sont dues à un trouble rénovasculaire. Donc un trouble rénovasculaire, surtout chez les sujets âgés, polyvasculaires, etc. 30% des coronographies diabétiques, etc. Les étiologies de le blocage, il peut être soit une sténose, une dysplasie, la maladie de Takayasu. La maladie est une vascularite, c'est une inflammation les grosses artères.
un traumatisme abdominal ou bien post-radique, une sténose post-radique. Donc les étiologies sont plusieurs. Le contexte surtout, c'est plus que 50 ans et moins de 30 ans. Il touche surtout les femmes. Et surtout, c'est une hypertension artérielle résistante au traitement. Ça veut dire que si on prescrit la trithérapie, on ne va pas avoir une amélioration. Et une hypertension artérielle qui est aiguë, brutale et malignée. C'est très attention. Il faut faire très attention. C'est pour cela qu'on doit chercher l'étiologie dans ce cas. Pour la trouver, bien sûr, d'abord, nous avons une hypertension artérielle avec des œdèmes aigus pulmonaires à répétition. Parce que l'insuffisance rénale, rappelez-vous, ça peut induire des œdèmes. Donc ça peut toucher même le poumon. Ou bien insuffisance rénale. Insuffisance rénale, elle aussi. Voilà. Si nous avons un problème sténose bilatérale ou sténose sur un unique, on peut avoir une hypokaliémie et hyponatrémie à la fois. Donc, ce sont des troubles juste la filtration rénale. Donc, il y a des problèmes hydroélectrolytiques, les œdèmes, donc le sang lui-même, il va avoir voilà, les ions et les constituants ne vont plus être normaux. L'osmolarité, elle va être altérée. À la morphologie, au niveau du Doppler des artères rénales, on peut voir facilement la sténose ou bien le blocage. L'angioscanner, lui aussi, nous permet de la voir. L'angio-IRM, etc. Donc, moi, on veut voir les artères, les vaisseaux. ياسين ياسين نعم محمد. دابا ديك سميتو ديك ليبارتونسيون ارتيريال أها. الازاد زايد النوابي Ah. ملي قال لك انسيفيزونس غينون سو هذا كيفاش انسيفيزونس غينون سو يس يس Sous inhibiteur d'enzyme de conversion. L'inhibiteur d'enzyme de conversion, l'effet secondaire ديالو كيدير لك insuffisance rénale. كوم ديزيفي سكوندير صح غالبا. من بعد, voilà le traitement, une angioplastie par ballonnet. Donc on a fait insérer un ballonnet, اللي كنفخوه, et ensuite il va traiter avec la sténose par exemple. Seul pour surtout pour la dysplasie fibromusculaire. Et le traitement médical dans les autres cas. Par exemple, maladie de Takayasu, on va donner par exemple des corticoïdes pour se débarrasser de l'inflammation du vaisseau, etc. Ensuite, nous avons les hypertensions artérielles d'origine médicamenteuse. Les médicaments, il y en a plusieurs, soit induites par les ostroprogestatifs, les vasoconstricteurs nasaux, hypercorticisme iatrogène. L'individu, par exemple, qui prend les corticoïdes, il prend une quantité plus que la normale. Ça peut induire une hypertension. L'intoxication à la glycyrrhizine, c'est-à-dire la molécule qui fait la réglise. Les AINS peuvent induire l'hypertension artérielle, l'érythropoïétine chez les mondialisés et la cyclosporine. Donc les exemples sont plusieurs. C'est pour cela les antécédents médicaux sont très importants pour savoir si avec le médicament il peut avoir un lien avec l'hypertension qu'on vient de découvrir. Les autres étiologies, la coarctation de l'aorte. La coarctation de l'aorte, elle a un signe pathognomonique. C'est quoi? D'abord, c'est quoi la coarctation de l'aorte? Est-ce que quelqu'un sait, ben, d'après ma goût? كنت عارفه ونسيت عليها والله Tu عارفة ونسيتي هاني المهم. Donc la coarctation de l'aorte, c'est une maladie congénitale كتزاد بها qui induit une diminution du calibre de l'aorte. Elle est plus petite que la normale. La coarctation de l'aorte, elle peut induire l'hypertension artérielle. Et bien sûr, un signe pathognomonique. Lequel? Le signe pathognomonique, c'est un pouls ralenti. Un pouls ralenti. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on sait que le pouls radial et le pouls fémoral, ils atteignent le même niveau, ils sont perçus le même instant. Le même instant. Mais lors de la coarctation de l'aorte, on va savoir que le pouls, il est ralenti, au niveau surtout du fémur. Ça veut dire que le pouls fémoral, il va être perçu après le pouls du membre supérieur. Du membre supérieur. غادي Parce que la coarctation de l'aorte, il y a une diminution de l'aorte de taille. Donc غتكون دايره بحال هكا. عطونا واحد اللحظه نحل لكم بينت. على الاقل تاع ياسين الستينوس ياسين لا هي دونك لاور ماشي لو بعد بوغ كتصغر راديال بحال هكا كتوقع بحال هكا اون كواركسيون دو l'aorte. بون لا بحال هكا حيت عندها ان كاليبر نورمال ايسي كاليبر نورمال ensuite اون ستينوز ensuite ان كاليبر نورمال. دونك ها نتوما عندنا الترون ارتيريال براكيوسيفاليك لو بو غيدوز مزيان مي هنا لو بو il va être ralenti. C'est bon?
نعم أكرم. كنت بغيت نقول بلي البروف ما قالش بلي راه في النورمال لو بو غاديال وفيمورال كيمشيو في نفس الوقت، قال كيكون ان ديكالاج ولكن مينيم، كتحس ما كتحسش به. اما في هاد لو كا كيكون هذاك لو ديكالاج كيولي كبير. دونك au final في لا نورماليتي كتحس بلي دو بوف au même temps ياك، كتحس بهم au même temps تقريبا تقريبا. كاين ان ديكالاج. تقريبا كتحس بالضبط. بهم au même temps ياك. مي في لا مالادي ما كيبقاوش كاع في نفس الوقت، كتولي كيكونوا ماركي بعدين ياك. بزاف. صافي صافي هادشي اللي بغينا، كيكونوا صافي بعدين. ماشي مشكل. Ensuite, les autres étiologies comme la dysthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, qui peut augmenter la calcémie par exemple, et donc augmenter la contractilité des muscles, l'hypertension intracrânienne, l'hypertension artérielle sur néphropathie, dans le cadre de la polykystose rénale, etc. Les étiologies sont plusieurs. Donc l'évolution et les complications. نعم محمد. عقلت شكون كان يشرحها لي، كان كيشرح فيها بزاف ديال لي بيرتونس انتراكرانيين. كيفاش داك لي بيرتونس انتراكرانيين No idea. صراحة ما عرفتش. كيشرح فيها بزاف، ما سولو شي واحد Je ne sais pas صراحة. هو ايسي البورتونس تحط لا انتركرانيان حتى هذا ثقة. ديال الاونغاجمون ديال الترون سيريبرال. الترون سيريبرال هو اللي كيكونترولي كاع انا غير تحت يمكن. انا صراحه انا صراحه كنت فهمت بطريقه اخرى، كان بحال وقيلا بغى يقول لنا ملي كتطلع لا طونسيون في ملي كتطلع داك لا طونسيون وكيدير ان اونغاجمون، يقدر هذاك لونغاجمون يكومبريمي ان ارتير، وهذاك كومبريسيون ديال الارتير تقدر دير لك هاد ليبارتاسيون ارتيريال. je vois. المهم ميبي. c'est بغيت bon. نوضح واحد الحاجه. كنت سولتك في لونفي على ديستيرويدي، كنتش عارفين اه بلي ليبرتيرويدي كتطلع كدير ليبرتونسيون ارتيريال، الوغ اه كو ليبوتيرويدي ما كنتش فاهم في الاول. الوغ بغيت غير نوضح بلي هاد ليبوتيرويدي سا بو التيغي السيستيم رينين انجيوتنسين، غادي ديميني البرودكسيون ديال الرينين، وغادي تعطي لي هاد ليبرتونسيون. لا، ولكن اذا نزلت كاين لاغينين كاين راه بليسيور ريزون. اذا نزلت لاغينين غدير لك ليبوتونسيون. دونك بون ما تعرف l'hypothyroïdie حيت l'hypothyroïdie plutôt il va diminuer la fonction rénale. Il va diminuer la fonction rénale. هادشي اللي كنفكر فيه. حيت le rein tu vois il a besoin ديال هذاك الشيء et c'est ce qui peut induire l'insuffisance rénale وهذيك l'insuffisance rénale دير لك l'hypertension. كتقصلك Ouais. من بحال Voilà. هكاك. Donc l'évolution et les complications, il y en a plusieurs. On va les classifier en plusieurs catégories. La première, c'est les complications spécifiques de l'hypertension. أول حاجة, c'est la cardiomyopathie. Les muscles du cœur, les muscles du cœur et des vaisseaux, ils vont subir une hypertrophie, surtout d'origine hypertensive, qui قلنا. حيت le cœur, il va commencer à faire un effort plus élevé. On peut avoir la lacune cérébrale, des signes des micro-infarctus, parce qu'on a un trouble de vascularisation. Et au niveau du rein, on aura une néphro-angiosclérose. Parce que comme on a dit, l'hypertension, elle peut induire une rigidité des vaisseaux. Ensuite, nous avons des complications liées à l'athérosclérose. On parle dans ce cas l'insuffisance coronarienne, qui peut induire le syndrome coronarien, les AVC et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc la OMI. Et, ou bien l'anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, هذا عندهم علاقة مع l'athérosclérose. Ensuite, nous avons une modalité évolutive, surtout lorsqu'on a l'hypertension artérielle maligne, c'est la rétinopathie. Donc, on aura un éclatement des vaisseaux rétiniens avec une insuffisance rénale aiguë, un retentissement rénal, lorsqu'on a une hypertension vraiment très élevée. Donc, ça va donner un trouble rénal, dysfonction, donc trouble hydroélectrolytique, etc. Et l'œdème papillaire, l'hémorragie rétinienne, etc. Donc, هادوك حتى هما يقدروا يوقعوا dû à l'hypertension artérielle. ياسين. Oui, لا رقم هادي ديال النيفرو انجيوسكليروز. néphro-angiosclérose. Donc, le durcissement des vaisseaux dû à l'hypertension artérielle, avec risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, terminale. Ça veut dire que le rein, il ne fonctionne plus. Parce que les vaisseaux, par exemple, ils ne lui procurent plus de sang. دابا Et dans ce cas, النيفرو ah, انجيوسكليروز هي ريجيديتي ديال لي فيسو ديال لي غان. ah. صحاب لي ناس كلا صافي هي هذيك. Voilà. Ensuite, la prise en charge. C'est quoi la prise en charge d'une hypertension artérielle? D'abord, avant de commencer la prise en charge, on doit d'abord confirmer réellement qu'il s'agit d'une hypertension. Pourquoi?
Parce que le traitement, il est à vie. Donc, on ne va pas donner un traitement à vie si on n'est pas sûr qu'il s'agit réellement d'une hypertension artérielle. Donc, d'abord, on doit s'assurer et ensuite traiter. Le traitement, il se base sur quoi? Premièrement, les mesures hygiéno-diététiques. On doit diminuer la quantité de sel, le sport, diminuer la sédentarité, etc. Donc, ce sont des mesures à incorporer pour, pour, euh, voilà, améliorer la- l'atteinte. Ensuite, voilà, limitation de la consommation, la consommation de légumes et de fruits, etc. Diminuer le poids, faire un exercice physique, arrêter de fumer, etc. Maintenant, le volet médical. Le volet médical, on a plusieurs choix. Les traitements pharmacologiques, il y en a plusieurs. Soit des inhibiteurs calciques, ceux qui vont induire une diminution de la contractilité et donc diminuer la fonction cardiaque et diminuer la constriction des vaisseaux. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de la T2, les diurétiques, les alpha-bloquants, etc. Donc les exemples, ils sont plusieurs. Mais nous, on veut surtout donner des traitements qui ont une longue durée. Pourquoi, à votre avis, une longue durée d'action? حيت الهبطة حيت الهم ما تهبطش بدقة، إلا هبطت بدقة غادي تبقى إيمبوتونسيون. C'est une raison, oui. كونديسيون كرونيك زعما C'est une atteinte chronique, oui. Donc c'est une atteinte chronique. Donc à votre avis, si je prescris à un individu, de là, et tu commences à faire le compte. Si je prescris à un individu 3 différents médicaments 3 fois par jour pendant toute sa vie, est-ce qu'il va le suivre? Est-ce qu'il va le suivre? لا. Je ne vais pas dire non directement, mais c'est plus difficile que si je lui donnais un traitement associé 1 fois par jour pendant toute sa vie. C'est plus difficile. C'est pour cela on préfère les médicaments à longue durée d'action pour diminuer la posologie, pour diminuer le rythme de la prise. C'est bon? مم. Donc c'est pour cela les diurétiques, on parle surtout des thiazidiques. Les diurétiques de type thiazidique, qui sont de longue durée action. مم. Donc stratégie, on parle de monothérapie. Si nous sommes par exemple dans l'hypertension de grade 1, une bithérapie si nous sommes dans un degré plus élevé, etc. Et bien sûr, nous avons des associations fixes. Comme on a dit, on se base sur plusieurs facteurs. On se base d'abord sur quelle est la cause de l'hypertension, quel est l'organe qu'on veut protéger en premier, quels sont les facteurs de risque chez cet individu, s'il y a des pathologies associées, etc. Donc la stratégie thérapeutique, les médicaments qu'on va prescrire, ça doit être un acte raisonné qui vient après avoir pris en compte plusieurs phénomènes. C'est bon? Et surtout, il est très très important de s'assurer de l'observance. Ça veut dire que l'individu qui suit le traitement, il vous comprend. Parce que s'il ne vous comprend pas, il risque d'abandonner le traitement et un jour il va faire un AVC. Pourquoi, à votre avis? Parce que le professeur a mentionné, imagine avec moi, un individu, il consulte, vous découvrez une hypertension artérielle, pour lui, il est en bonne santé. Il n'est pas malade parce il ne présente aucun signe. Mais pour vous, vous allez lui prescrire un traitement. Donc vous lui prescrivez un traitement et imaginez avec moi le traitement, il lui fait un effet secondaire. Est-ce que vous pensez que le patient, il va continuer son traitement? Non. Non, on doit lui expliquer que c'est normal, qu'il est possible que les médicaments qu'il fasse cet effet secondaire et quand même vous devez suivre le traitement. C'est bon? مم. Voilà. Donc les traitements qu'on a dit, il y a plusieurs familles, mais au final, l'objectif c'est de diminuer la tension à un nombre tolérable, inférieur à 140. Donc les diurétiques, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, les antirécepteurs angiotensine 2, les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, les associations, etc. Donc comme on a dit, les diurétiques, on préfère ceux à action prolongée, comme les types de thiazidiques. Et les bêta-bloquants ne sont pas indiqués et sont contre-indiqués chez les patients âgés. Parce que les bêta-bloquants, ils peuvent induire une bradycardie et donc chez le sujet âgé, il peut avoir une syncope ou un autre signe associé. Les inhibiteurs rénine-angiotensine sont contre-indiqués en cas de grossesse, etc. Donc les associations de médicaments en monocomprimé AMM sont recommandées sont celles qui se composent soit d'un inhibiteur d'enzyme de convertase ou bien d'un inhibiteur calcique. Donc, comme les associations licaïnines, ou bien
les inhibiteurs ARA2 et les inhibiteurs calciques, ou bien les inhibiteurs l'enzyme convertase et les inhibiteurs les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine. Donc, donne-moi les associations qui sont indiquées FLAM-M. C'est quoi une association? C'est un médicament qui fait deux composés actifs دقة. Donc c'est un seul médicament qui contient deux composés actifs. Donc les associations en monocomprimé, on distingue les IEC IC, les ARA IC ou bien les IEC ARA. Donc راه ثلاثة ديال les classes IEC ARA IC وكتبدا تلعب بيناتهم. Est-ce que 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3. C'est bon? Voilà, très bien. Donc c'est tout concernant l'hypertension artérielle. Donc pour conclure, on va dire que l'hypertension artérielle, c'est un diagnostic qu'on doit confirmer. Et bien sûr, dans la plupart des cas, il est primaire, il est essentiel. Et dans ce cas, on va commencer un traitement de type trithérapie ou bien bithérapie en fonction de ce qu'on a découvert. Il faut faire très attention de l'hypertension artérielle parce qu'elle a plusieurs complications et évolutions graves allant jusqu'au décès. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et voilà, c'est bon? Voilà, c'est tout concernant ce cours de l'hypertension artérielle. Si vous avez compris ce cours, n'hésitez pas à laisser un like, un joli commentaire, vous savez, ça fait plaisir. Et partagez si vous connaissez quelqu'un qui peut profiter de ces vidéos. Voilà, à la prochaine.